Salut tout le monde, je m'appelle Maureen, je suis là pour vous aider à vous faire passer votre forklift license. Du coup, je vais vous lire les questions et les réponses du test en français. Alors, combien de jours est-ce qu'on a après avoir passé le test pour envoyer notre demande de licence high risk? La réponse est 60 jours. Ensuite, qu'est-ce que l'on doit faire si notre licence HRW n'a pas été renouvelée dans les 12 mois d'expiration? On doit alors repasser le training et l'assessment vu qu'on ne peut pas renouveler. Troisième question. Est-ce que l'on doit renouveler sa licence? La réponse est oui, et tous les 5 ans. Les checks opérationnels avant de s'installer dans une forklift. Il y en a plusieurs, on peut en lister 9 environ. On ne voit pas de dommages sur la machine, il n'y a pas de problème avec la fourche ou l'attachement sur la forklift. Il n'y a pas de fuite d'huile au niveau de la machine. Le mast est intact. Les tuyaux et rames hydrauliques ont l'air intacts et ne présentent pas de fuite. La data plate, très important sur la forklift, est bien présente et lisible. Les niveaux d'huile, huile moteur, coolant, tout ça. Et la batterie. Ensuite, une fois que l'on s'installe dans la forklift, on peut vérifier que les lumières fonctionnent, que le klaxon fonctionne, que les bips de marche arrière fonctionnent, que le volant et tourné fonctionnent et que les freins fonctionnent. Prochaine question. Si l'on conduit une vérification sur une forklift et qu'on se rend compte qu'il n'y a pas de data plate, il faut alors arrêter immédiatement le travail, mettre un tag, une étiquette out of service et report to un supervisor. 5 checks. Alors la prochaine question, c'est 5 vérifications que l'on peut faire sur les pneus et les roues. Alors, il y a le fait de vérifier la pression des pneus, si l'indicateur des pneus est trop usé, si le pneu n'est pas bien attaché, s'il bouge lorsqu'on le touche, s'il y a des morceaux de rubber qui manquent, ou si au niveau du pneu, ce n'est pas du tout égal et qu'on a un déséquilibre entre plusieurs pneus. Ensuite, question 8. Les 3 parties, les 3 gardes sur une forklift sont là pour vous protéger. Le overhead guard, c'est celui qu'il y a au-dessus de votre tête et qui vous protège des objets qui tombent. Le foot guard protège vos pieds. Et le load guard, c'est celui qui est entre le chargement et le mât et il protège le mât ainsi que vous-même. Pourquoi est-ce que ce n'est pas sécurisé de remplir un moteur de fuel alors qu'il est allumé? La réponse est que cela peut prendre feu. Garder les pneus à une pression correcte est importante. Pourquoi? Pour maintenir une bonne stabilité et une sécurité. Si votre vue est obstruée pendant que vous conduisez la forklift, il y a 4 choses que vous pouvez faire. Premièrement, vérifier que la voie est libre. Ensuite, voyager en marche arrière. Utiliser quelqu'un, donc ce qu'on appelle un spotter, pour vous guider. Ou tout simplement changer votre chargement. Pourquoi le mouvement de chargement doit être surveillé lorsque l'on bouge la forklift? Pour la stabilité du load, mais aussi pour la sécurité des personnes autour. Prochaine question. Pourquoi est-ce que ce n'est pas safe de tourner une forklift sur une rampe ou une surface glissante? La réponse, c'est que c'est instable et que ça peut donc résulter en une bascule de la forklift ou alors on peut perdre son chargement. Qu'est-ce qu'un hazard?
Un hazard, c'est une chose ou une situation qui peut potentiellement faire du mal. Un risque, c'est la possibilité ou la probabilité d'un hasard à faire du mal. C'est-à-dire qu'une flaque d'huile, s'il n'y a pas de panneau, quelqu'un peut glisser à haut risque. S'il y a un panneau, le risque est faible. Ensuite, quelles sont les 3 pénalités qu'un régulateur de santé et sécurité peut appliquer si jamais vous ne respectez pas les règles lorsque vous faites du high risk work? Les 3 sont de suspendre votre licence, d'annuler votre licence ou de refuser de la renouveler. Une autre question. Listez 12 hazards que on peut considérer et utiliser dans la planification du work avant de commencer les opérations. Là, il y en a plein. On peut mettre tout ce qu'on veut, tout ce qui peut être considéré comme un danger. Les lignes électriques, les arbres, les portes, les ponts, les immeubles, les véhicules, les piétons, les conditions du sol, l'éclairage, les équipements au niveau de la propriété, tout ça marche en tant que hazard. Alors, ensuite, listez 3 choses qu'un employeur doit faire pour s'assurer de la santé et de la sécurité de ses employés. Il doit fournir une usine et un équipement qui est sécurisé. Il doit fournir des pratiques au travail qui sont sécurisées et il doit vous fournir des toilettes, une salle de bain, une cuisine, c'est ce qu'ils appellent les facilities. Alors, 4 documents où l'on peut trouver les informations de sécurité au travail. Ces 4 documents, il n'y a qu'une seule question qui concerne la paperasse, c'est celle-là. C'est donc le code de practice, les standards australiens, les régulations et la législation. 3 personnes avec qui on peut parler de hazard avant de commencer à travailler sont votre superviseur, vos collègues, il faut bien leur dire quand ça glisse, et des officiers de sécurité. Pourquoi? Pour mettre en place des procédures et des règles vis-à-vis de la sécurité. Toujours plus de sécurité. Question suivante. Cette question-là, elle est un peu piège. Avant de commencer le travail, quelles sont les choses que vous devez considérer et planifier autres que les hasards? Là, c'est un peu une question concon. En gros, c'est où est-ce qu'on va? La location. Est-ce que c'est accessible? Est-ce qu'on a été communiqué les bonnes informations? Est-ce que nous avons les compétences pour accomplir ce travail? Est-ce que nous avons nos équipements de sécurité, les PPE très importants? Et est-ce que l'on a notre licence pour pouvoir conduire notre forklift? Quand nous sommes un employé avec la licence HRW, nous avons ce qu'on appelle un duty of care. Donc c'est le devoir de faire attention. Donc 4 responsabilités, très important. S'assurer de sa propre santé, rester en sécurité, ne pas mettre les autres en danger et surtout suivre les règles, les régulations. Si une fois que vous avez eu votre forklift, vous arrivez sur un nouveau lieu de travail et vous devez travailler avec un équipement qui est non familier. Votre employeur doit vous fournir 4 choses. De la supervision, un entraînement, le training, des informations et de l'instruction. Quelles sont les distances minimales de sécurité que l'on doit maintenir en travaillant près des lignes à haute tension? Donc si c'est jusqu'à 132 000 volts, c'est 3 mètres. Entre 132 000 volts et 330 000 volts, c'est 6 mètres. Et au-delà de 330 000 volts, 8 mètres. Comment trouver le voltage des lignes à haute tension qui sont juste au-dessus de votre tête? Il faut vérifier avec l'autorité locale électrique. Des indicateurs pour identifier les lignes à haute tension. Il y a les Tiger Tails, les Marker Balls,
les panneaux danger et des marqueurs de couleur. Très importante, question suivante. Les 5 étapes que vous devez suivre si jamais votre forklift entre en contact avec une ligne électrique. La première est de prévenir les autres de rester loin. La deuxième est d'essayer de sortir de ce contact avec la ligne électrique. La troisième, si c'est safe, on peut rester dans la machine. Si on a un doute, il faut alors sauter de la machine, les 2 pieds en même temps, à environ 8 mètres, étant donné qu'on ne connaît pas le voltage de cette ligne à haute tension. Ensuite, évidemment, on vient report à notre superviseur et il faut que la forklift soit vérifiée avant de la réutiliser. Quand est-ce qu'on peut avoir un passager sur une forklift? Tout simplement quand la forklift est designée pour accueillir 2 personnes. Listez 6 mesures de contrôle de sécurité qui peuvent être utilisées pour protéger les piétons ou les autres travailleurs. Alors là, ça va être tout ce qu'on peut mettre en place pour isoler des dangers, donc comme des lumières, des panneaux, des barrières, des zones d'exclusion ou des plans de trafic. Si on doit opérer une forklift de nuit, il faut utiliser des lampes adaptées. 4 manières de communiquer avec d'autres travailleurs sur le site. Il y a verbal, écrit, avec des panneaux ou avec des signes de la main. Question suivante. Si un collègue vous donne un signal qui n'est pas clair, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête immédiatement et on clarifie la situation. La question d'après concerne la météo. En quoi aller voir la météo aide à planifier les tâches? Bon. Ça permet de vérifier les risques, donc risk control. Ça permet de planifier l'environnement de travail. S'il pleut, on a bien envie d'un parapluie. Et ça permet de planifier les activités. Si on veut regarder les hazards qui sont liés à la météo, il y a donc la chaleur, la fumée, le froid, la neige, si ça glisse, s'il pleut, tout ça vont être des dangers liés à la météorologie. Lorsque l'on conduit une forklift sur un endroit mouillé ou glissant, quelles sont 2 choses que l'on peut faire pour être sûr de la sécurité? Il y a diminuer la vitesse, ne pas freiner fort et conduire avec prudence. Il n'est jamais autorisé en forklift de monter ou descendre un chargement près d'autres personnes. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut les blesser ou les tuer. Les engins à combustion interne produisent des gaz. C'est pourquoi on ne peut pas les utiliser dans des espaces confinés, tout simplement parce que les gaz peuvent vous tuer. Et dans ce cas-là, on utilise donc une forklift électrique. Lorsqu'on charge les batteries de la forklift, pourquoi est-ce que l'on doit les charger dans un endroit qui est bien ventilé? Tout simplement parce que la batterie relâche des gaz qui en fait pourraient exploser. Question suivante. Lorsque l'on utilise la forklift, pourquoi un rear end swing est dangereux? Un rear end swing, c'est lorsque l'on tourne en arrière au niveau de l'angle mort. C'est dangereux parce qu'on peut blesser des gens ou endommager des propriétés. Si jamais on a besoin de bouger un chargement en montant ou en descendant une rampe, dans quelle direction le chargement doit être? Le chargement que l'on monte ou on descend doit toujours être placé vers le haut de la pente. Dans ce cas-là, on ne peut ni perdre le chargement ni diminuer la sécurité. Si la forklift commence à basculer sur le côté, que faire? La forklift est faite pour vous protéger, alors il faut absolument rester dans la forklift et s'accrocher très fort.
6 actions qui pourraient causer une forklift de basculer sur le côté. Bien évidemment, tourner trop vite, conduire trop vite, un sol avec une surface un peu caillouteuse, un chargement qui n'est pas bien réparti, un pneu à plat, le side shift qui n'est pas recentré, ou alors quand on tourne dans un virage, dans une pente. Ensuite, alors, 6 actions qui peuvent causer un forklift de basculer en avant ou en arrière. Là, dans ce cas-là, ça va être tout ce qui est surchargement, freinage trop fort, le mât qui est trop penché vers l'avant, le chargement qui n'est pas bien positionné sur la fourchette, le fait de conduire trop vite, d'avoir mis le chargement vers le bas dans la pente, ou alors d'essayer de passer une porte que l'on ne peut pas passer. Quel rôle important a la ceinture de sécurité? Elle vous empêche de tomber. Pour maintenir la stabilité de la forklift et du chargement, un attachement latéral devrait toujours être centré avant de voyager avec un chargement. Lorsque l'on bouge une forklift avec ou sans load, quelle est la hauteur de sécurité pour voyager? La hauteur de sécurité est aussi bas que possible ou axle high. Pourquoi est-ce que conduire une forklift avec le chargement élevé est dangereux? Tout simplement parce que cela réduit la stabilité et peut-être peut vous entraîner à tomber. Pourquoi est-il insécure de transporter un chargement seulement sur une des deux fourchettes? Tout simplement parce que la stabilité est réduite, parce que cela peut endommager votre forklift et vous pouvez perdre votre chargement. Si le chargement n'est pas complètement contre le talon de la fourchette, cela va diminuer la stabilité et la capacité. Question suivante. Quelles sont 4 manières de déterminer le poids d'un chargement? On peut déjà le mettre sur une balance pour le peser. On peut calculer de vue, s'il y a 10 cartons qui pèsent tous 10 kg, c'est assez facile. Et on peut aller voir les étiquettes sur chaque carton pour voir un peu si le poids est indiqué. Quelle est la plus commune des load centers sur les forklifts en Australie? C'est 600 mm. Cela correspond au centre de votre chargement, donc à la moitié de sa longueur. Quel est le nom des structures d'acier que l'on met sur le trou entre un camion et un pont de chargement? Alors elles s'appellent des plaques ponts, bridge plates ou dock plates. Où est-ce que l'on peut trouver la capacité d'attachement d'une forklift? Sur la data plate. Pour trouver la bonne manière d'accrocher un attachment sur une forklift, il faut suivre les instructions du fabricant. 5 types d'attachements qui peuvent être utilisés sur une forklift. Il y a les jigs, il y a les extensions, les drum clamps, c'est pour les gros tonneaux, et les plateformes. Quel effet a un jib attachment sur une forklift? Il va réduire la capacité, réduire la stabilité et augmenter le centre de gravité. Peu importe quel attachement on utilise, dans tous les cas, la capacité est réduite et le load center distance est augmenté. Qu'est-ce que l'on cherche lorsque l'on empile des chargements les uns sur les autres? Alors, on veut que la surface soit plate pour que lorsqu'on empile, les choses soient stables. On met aussi le plus lourd en bas et aussi on n'empile pas trop haut parce que si on empile trop haut, alors ce n'est pas stable. Où est situé le point de balance sur une forklift? Il est situé au centre des roues avant, là où le pneu touche le sol et pivote. Donc c'est une ligne verticale au niveau du pneu avant. 4 choses que je ferai si ma forklift tombe en panne.
Déjà, on arrête les opérations. On essaye de baisser la fourchette. On met une petite étiquette Tag Out of Service et on va report au superviseur. Pour garer votre forklift, où est-ce que ce n'est pas safe de la garer? Bien évidemment, on ne va pas mettre une forklift devant un endroit pour les pompiers, ni devant la trousse de secours, ni sur une surface glissante, les piétons, les sorties d'urgence, ce genre de choses. Quelle est la procédure normale pour garer votre forklift? D'abord, on commence par baisser les fourchettes sur le sol, on met le frein à main, la position neutre et on enlève les clés. Pourquoi on enlève les clés? Pour éviter que quelqu'un de non autorisé prenne le contrôle de notre forklift. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui.